Corps à corps, corps à corps. Et oui, vous l'avez tous suivi, hein, jeudi 7 novembre, au soir à Amsterdam, il y a eu ces violents affrontements qui ont eu lieu en marge du match du Maccabi Tel Aviv face à l'Ajax. Et on a vu des vidéos qui montraient des assaillants contre des supporters israéliens en train de crier des slogans de soutien à la Palestine et donc de tabasser ces supporters. Je vous propose de regarder un rapide extrait parce que c'est violent. On pourra revenir pendant ce débat sur le contexte, évidemment, hein, parce que de l'autre côté, on a entendu aussi les chants qui ont été chantés, ou d'ailleurs les paroles portées par ces supporters israéliens. En tout cas, 5 personnes ont été blessées. Le président israélien a dénoncé un pogrom. Bon, par ailleurs, l'arrestation de gendarmes français, hein, le même jour par des forces de sécurité israéliennes, jeudi dans les Léona, une enclave française sur place, a provoqué la colère du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, alors en déplacement. Tous ces faits peuvent faire redouter des débordements en France pour le match de foot qui opposera la France à Israël jeudi prochain au Stade de France, alors que nous le comprenons, nos tensions diplomatiques sont quand même tendues entre la France et Israël. Et puis dernière actualité qui est tombée hier soir, toujours à Amsterdam, un regain de violence puisque un tramway a été bombardé. Regardez ça. Enfin, voilà, on a compris. Donc, comment, avec ce contexte électrique, on peut voir à Amsterdam, comment éviter finalement que la même chose se passe en France, avec cette actualité en plus forte encore de ce match qui va venir. Comment éviter l'importation du conflit israélo-palestinien en France? Toutes ces questions que je pose à mes deux invités que je suis très très heureuse d'avoir et qui sont en plus en plateau avec moi. Merci beaucoup d'être venu. Bonjour Général Emmanuel de Richiout. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le général des banlieues, c'est votre surnom. Général de l'armée de terre, vous avez fait plus de 15 ans dans les banlieues, essayiste, auteur de nombreux livres, dont ce dernier, France sécessionniste, que faire? Dialogue donc avec le général des banlieues. C'était aux éditions The Book Edition avec le label Nouveau Caractère. Nous sommes également avec Laurent Ozon. Bonjour Laurent Ozon. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être venu ici en studio. Vous êtes essayiste, homme politique et auteur de nombreux essais, dont France, les années décisives, aux éditions Culture et Racines. Alors justement, on est, je pense, dans ces années décisives et même ces journées décisives pour éviter le pire et pour peut-être aussi préparer le meilleur, parce que c'est aussi le but de votre livre, Emmanuel de Richiout. Comment, d'abord, si on se reporte sur cette actualité, éviter que Paris soit le nouvel Amsterdam? Je commence par vous, Général. Écoutez, d'abord, merci de m'accueillir ici sur votre plateau. Moi, j'ai, si vous voulez, une vision des choses un peu particulière, puisque oui. le livre que j'ai écrit, que j'ai commis, nous l'avons commis à deux avec un formateur de banlieue que je suis maintenant depuis plus de 10 années, donc il était parfaitement au fait des différents événements qu'il subissait ou qu'il voyait, dont il était le témoin dans ces quartiers. Et de mon côté, j'essayais avec lui et avec ces quelques idées qu'il me soumettait, de promouvoir, j'allais dire, la citoyenneté auprès de jeunes garçons, de jeunes filles pendant ces 15 années. Donc, si vous voulez, peut-être le titre du livre est assez pessimiste parce qu'à un moment donné, il va falloir faire quelque chose quand même. On peut pas. Mais oui, vous parlez quand même. sécessionniste. Mais oui, mais attendez, je parle de sécessionniste. Pourquoi? Parce que aujourd'hui en France, vous avez quand même 1500 quartiers qui échappent à l'autorité de l'État. Donc 1500 quartiers, c'est quand même pas rien. Donc, et puis vous avez quand même grosso modo, j'ai dit bien grosso modo, 10% de la population qui vit, 10% d'une population qui vit sous le joug avec la menace permanente des bandes, si vous voulez. Donc la question qui se pose était celle-là pour moi et celle-là, et on a travaillé tous les deux là-dessus avec évidemment pas forcément la même vision des choses et pas forcément les mêmes comment dirais-je, les mêmes remèdes entre guillemets pour arriver à ramener la population, mais de dire est-ce que la France va tolérer 1500 quartiers avec d'autres qui vont venir pour avoir une France en peau de léopard avec des zones de non-droit? Est-ce qu'on s'en contente?
La question est avec un point d'interrogation. Moi, Emmanuel de Richouf, je ne m'en contente pas. Moi, c'est la fin de la nation, c'est la fin de la France, c'est hors de question de connaître ce phénomène. D'où la question, que faire ? Et là, j'aborde un certain nombre peut-être que vous l'aborderez, un certain nombre de voies possibles pour ramener justement cette population dans le giron de la France. L'objectif de ce corps à corps n'est pas que de voir les choses négatives, mais aussi de voir ce qu'on peut faire. On va revenir sur ces propositions et ces idées que vous développez. Laurent Ozon, d'abord, revenons sur cette actualité qui risque d'être... on risque de voir un parallèle avec ce qui s'est passé à Amsterdam avec la France. Est-ce que vous craignez quelque chose ? Et si oui, comment éviter finalement cette importation d'un conflit et, disons-le clairement, l'opposition de deux communautés sur le sol français ? Je crois qu'on peut faire du service, on peut faire du maintien de l'ordre, c'est tout ce qu'on peut faire quand on est allé au niveau de l'État. Moi, évidemment, je ne me situe pas à ce niveau-là, puisque je ne suis pas chargé du maintien de l'ordre, donc je ne suis pas chargé du nombre de personnes dans les voitures, du nombre de rondes, etc. Et c'est d'ailleurs le cas de la plupart des gens qui vont commenter ce phénomène. Ce qui nous intéresse, au-delà des aspects, purement sécuritaires de ce phénomène-là, ce sont les dynamiques qui sont à l'œuvre. Ces dynamiques, on les connaît tous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a aujourd'hui la cristallisation d'un certain nombre le rapprochement d'un certain nombre de lignes de rupture qui sont déjà plantées dans le décor depuis maintenant longtemps, avec effectivement une communautarisation très forte qui prend prétexte d'une situation de guerre ou de tension internationale. Et comme dans toutes les sociétés multiculturelles et multiethniques, le besoin pour les uns et pour les autres, en quelque sorte, de faire groupe, c'est-à-dire de se rassembler pour, faire face à un stress perçu comme vital. Et d'ailleurs, on se le raconte comme vital. Les Israéliens se racontent... Il y a une exagération de part et d'autre, en fait. Non pas sur ce qui se passe à Gaza ou ce qui se passe en Israël, mais sur ce qui se passe en France. Donc, il y a une tendance, en fait, à l'hystérie. Hystérie d'un côté, on parle de pogrom, alors que c'est quand même une bagarre. C'est quand même une bagarre entre... Les avions qui étaient envoyés pour sauver les supporters. Donc c'est une bagarre entre des hooligans radicaux qui a mal tourné, on va dire. Toutes les images sont là, on voit très bien que d'une part et d'autre, on avait affaire à des hooligans politisés. Donc ça, c'est le premier point. Mais on a besoin de se le raconter comme ça. On a besoin de se le raconter comme un stress vital. Et c'est précisément parce qu'on se le raconte comme un stress vital... on dramatise la situation. Alors, on le dramatise parce que ça correspond à un besoin. Un besoin de qui ? Alors, pour certains, un besoin de certains États, clairement, de créer des conditions de stress. On sait qu'il y a une volonté de créer de la tension. De la part de certaines communautés qui ont l'impression aussi que, globalement, ce qui se passe est un drame, et que c'est aux portes de l'autre côté de la Méditerranée, donc c'est tout proche de chez nous. Et que le traitement de l'information sur ces questions-là est absolument pas normal, etc., etc. En clair, on ne parle pas, si vous voulez, du nettoyage ethnique des Palestiniens à Gaza. Et donc, chaque communauté, pour une raison ou pour une autre, a besoin de se raconter un climat, a besoin de se raconter. Et on peut le comprendre, un climat de tension mortelle. Au milieu de ça, vous avez la masse, apathique de la population française qui, elle, a peut-être un avis sur telle et telle chose en matière de politique internationale, mais qui n'est pas engagée, on va dire, physiquement. Culturellement et dans son devenir par ce qui a lieu là-bas, et qui se trouve en quelque sorte en train d'assister au balcon à des gens qui assister et subir à des conflits entre des gens qui veulent clairement importer ces conflits chez nous. Je tiens à dire que quand même, entre ces deux communautés, entre guillemets, il n'y a pas un rapport d'équivalence. Je veux dire par là qu'on a d'un côté un État, Israël, qui joue clairement la carte de la radicalisation, de l'importation, de l'exportation de ce conflit sur le plan idéologique, sur le plan religieux et sur le plan politique, avec clairement une rhétorique qui est une rhétorique de guerre civile mondiale, de guerre civile. C'est même une rhétorique messianique, puisqu'on a la lumière contre les ténèbres. Et de l'autre, des communautés arabo-musulmanes qui
alors même que leurs pays d'origine sont, pour le moins qu'on puisse dire, très silencieuses et très, très neutres sur ces questions-là, surjouent en quelque sorte l'investissement et le soutien qu'on peut parfaitement comprendre aux civils massacrés à Gaza, etc., mais ne relèvent pas de stratégie d'État, d'une certaine façon. Oui, c'est vrai, c'est intéressant, cette analyse. Oui. Alors, justement, en retournant dans les banlieues générales que vous connaissez, comment vous avez certainement vécu aussi cette tension, comment elles sont appréhendées dans le réel et dans les banlieues? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Laurent Ozon? Alors, je ferai peut-être plusieurs remarques, si vous voulez. Je me dis, bon, là, vous avez parlé on a incendié hier un tramway à Amsterdam. Oui. On brûle combien de bus en France tous les jours? Oui. Donc voilà, ce n'est qu'un tramway. Je crois que la semaine dernière, il y a eu en France, dans les banlieues parisiennes, de l'ordre de 2 bus, on a fait descendre les passagers, on a brûlé 2 bus comme ça. Donc je ne vais pas dire que c'est tous les jours, mais c'est fréquent. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas certain que l'ensemble de la population que je connais, que je côtoie, y compris encore du côté de Nîmes en ce moment, soit passionné ou soit impacté, comme l'on dit maintenant, par le conflit israélo-palestinien. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont sur leur quotidien. Leur quotidien, c'est vivre, c'est sortir, pour nombre d'entre eux, c'est se sortir de la gangrène des bandes, etc. Et voilà. Alors, il y a eu bien évidemment... Mais c'est une instrumentalisation par certaines bandes. Oui, mais bien sûr, il y a une instrumentalisation, mais partout, et comme mon voisin l'a dit très justement, il dit qu'Israël instrumentalise également. Donc, je veux dire, alors moi, j'essaie de redescendre au... Justement, c'est intéressant voilà. d'avoir et donc, votre je me dis que les gens ne sont pas forcément, j'allais dire, pris dans l'engrenage de ce conflit israélo-palestinien sur le sol national, pour ce que je vois, ce que je sais, ce que j'en vois du moins. Je dirais simplement, en revenant à l'histoire, je sais que lors du conflit en Syrie, lorsqu'il y a eu tous les jeunes, enfin les forces, les combattants de la liberté qui sont partis combattre en Syrie, il y a eu évidemment un transport de joie dans certains quartiers, dans certains banlieues. Il y a eu des applaudissements dans les prisons lorsqu'il y a eu des massacres de chrétiens, mais pas que, etc. Donc il y a forcément une sensibilisation, une sensibilité, mais je ne pense pas que ça soit l'ensemble de la population, si vous voulez, musulmane ou maghrébine de France qui soit attaché, enfin qui soit vraiment convaincu d'affaire. Voilà. Donc voilà ce que je dirais. Après évidemment tout peut changer. Ça va dépendre s'il y a des meneurs, pas de meneurs, etc. Oui, mais concrètement, je comprends bien, et vous avez raison de nuancer, que dans les réalités, il y en a beaucoup qui pensent juste à leur survie, comme à trouver un travail peut-être aussi, ça fait partie de vos sujets. Mais ce sujet, comme on le disait, certains l'instrumentalisent, que ce soit un État, que ce soit des gangs, que ce soit... Et donc ces personnes en souffrent justement, de cette importation, de cette dramatisation, on va dire, d'un conflit qui en plus ne les concerne pas directement à l'origine. Tout à fait, parce que vous avez quand même, si vous voulez, je ne jette pas l'opprobre sur toutes ces populations. D'ailleurs, la population dans les quartiers, il n'y a pas que, quoi. Je veux dire qu'on a un certain nombre de populations dans la France dite périphérique qui souffrent également. Bien sûr. Je pense que pour l'essentiel de ces populations, je n'aime pas dire ces populations, parce qu'ils sont français, quoi. Donc l'ensemble de ces Français de 2e ou 3e génération qui sont chez nous, ils sont français d'abord, et ils souffrent autant, c'est-à-dire que leur souci, c'est de trouver un travail, c'est d'être intégré, d'être reconnu comme français, etc. Et donc, bien évidemment, ils sont plutôt rétifs à toutes ces idées, j'allais dire, comment dirais-je, on veut se venger, de vengeance, on va profiter des conflits extérieurs pour justement prouver que la France, etc. Il faut s'en séparer, etc. Donc je suis plutôt, je ne suis pas certain que le conflit israélo-arabe aujourd'hui, tel qu'il nous est présenté, ait une importance et soit vraiment le bout de feu qui va allumer d'incendie dans nos quartiers. Voilà. D'accord. Laurent Ozon.
Oui, peut-être pas, on verra bien. Une chose est sûre, c'est que quand vous stockez une grande quantité d'explosifs avec beaucoup de mèches et beaucoup de circulation de personnes et je dirais que beaucoup de gens ont intérêt à ce que quelque chose se fasse ou explose, eh bien ça finit malheureusement toujours, c'est statistique en quelque sorte, hein, ça finit toujours par arriver ou exploser. Ce que je veux dire, c'est que on peut partir je dirais d'un point de vue républicain, étatique, pour dire que tout ça ne nous concerne pas, les gens cherchent avant tout du travail, etc., etc. Moi, si vous voulez, le technocratisme militarisé, c'est pas trop mon truc. Je pense qu'on a là affaire précisément à la démonstration que, au-delà de l'appartenance des papiers et de la nationalité, on a des fondamentaux beaucoup plus profonds, dont certains se souviennent, et qui existent toujours, qui sont des fondamentaux culturels, civilisationnels, et que ces fondamentaux travaillent toujours. Travaillent toujours notre société, la travailleront toujours, ne travaille pas tellement la population, autochtone française, de souche, comme on dit, mais commence à la travailler aussi un petit peu, et que, en fait, cette montée aux extrêmes, assez bien décrite par de nombreux théoriciens en France, la façon dont, en fait, convergent des phénomènes de regroupement qui ont lieu sous stress vital, c'est-à-dire à l'occasion d'un phénomène, créent des phénomènes d'emballement. Ces phénomènes d'emballement créent des besoins de rassemblement, de groupes, pour se protéger, pour se raconter aussi la même chose que ce qu'on voit. C'est-à-dire ce sont des alignements de discours qui se mettent en place, ce sont des alignements de crise qui se mettent en place, et ces alignements ou ces synchronisations de crise, elles ont lieu, alors là, il y a des Français qui ont écrit là-dessus depuis très longtemps, les phénomènes de foule, elles ont lieu toujours sous stress, c'est-à-dire elles ont toujours lieu sous la pression d'événements qui vont en quelque sorte précipiter, comme au sens chimique du terme, d'une certaine façon, précipiter des réactions chimiques, des coopérations problématiques. Et évidemment, le phénomène guerre civile, puisque c'est aussi ce qui se profile derrière, c'est toujours un besoin qu'éprouvent des populations de faire bloc, c'est-à-dire de se rassembler, de se coaguler d'une certaine façon dans une réaction à un stress, une colère, et ces phénomènes d'emballement sont rarement contrôlables dans l'histoire. On sait qu'on n'a peut-être pas encore atteint le point de rupture. Je parlais tout à l'heure du rôle d'Israël. Il est clair que, du point de vue, de l'idéologie du gouvernement en place en Israël, il est très rentable de faire ça. Pourquoi ? Parce que, évidemment, les tensions entre populations juives et musulmanes, ou hooligans juifs et musulmans, ou les tensions qui résultent des banlieues, font l'objet d'une lecture religieuse systématique de la part des gouvernements de droite ou du Likoud en Israël, petit 1. Petit 2, que toutes les tensions qui ont lieu dans un pays dans lequel il y a 1 million de juifs ont tendance aussi à faciliter le départ de ces juifs vers Israël, et donc l'Alia, c'est quand même une des grandes... voilà, c'est ce que recherche très clairement Israël depuis longtemps, c'est-à-dire à favoriser le rapatriement, etc. Or là, la guerre, malheureusement, heureusement ou malheureusement, la guerre actuellement en Israël, provoquée par Benjamin Netanyahu et son gouvernement, ont eu pour effet plutôt l'inverse, c'est-à-dire de faire partir une grosse partie de juifs libéraux qui ne se sentaient plus à l'aise dans ce pays, et de les faire repartir aux États-Unis, en Israël, en France, en Argentine, en France et ailleurs. Et donc, il y a peut-être aussi un besoin de la part du gouvernement Netanyahou et de la part d'amplifier, de dramatiser. Et là, on a clairement un problème là d'étanchéité. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement comprendre qu'un gouvernement étranger joue son rôle et défendre ses intérêts ou défendre sa vision des choses, etc. On peut ne pas être d'accord, mais on peut considérer que c'est sa vision des choses, etc. Tout le problème, c'est quand vous vous retrouvez dans un pays comme la France, et où vous vous retrouvez avec des médias et des politiques qui relaient sans absolument aucune critique les analyses de ces gouvernements et de ces discours-là. Et là, ça devient quand même franchement plus inquiétant. Oui. Alors, finalement, donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Vous répondez peut-être, justement, perméabilité politique, c'est-à-dire on pourrait avoir un gouvernement qui dirait, écoutez, c'est votre discours, pas le nôtre. On a vu d'ailleurs plutôt Emmanuel Macron durcir le ton contre Israël. Je ne dis pas que c'était une bonne chose, hein, je dis juste qu'il a durci le ton. Et puis, peut-être aussi, côté médias, avoir une analyse plus impartiale, on va dire, des
des différentes prises de parole de Benjamin Netanyahou, c'est ce que vous dites? Oui, on a en gros des médias de service public qui sont relativement neutres, on va dire, pour faire simple, relativement neutres. Bon, c'est un peu leur but normalement. Pour une fois qu'ils sont neutres sur quelque chose, on peut au moins sur cette question-là leur reconnaître une relative neutralité, une neutralité sous oreiller, sous édredon, d'une certaine façon. Parlons pas des choses qui fâchent. Et puis par ailleurs, on a des acteurs des médias privés, c'est-à-dire des oligarques, pour faire simple, avec le groupe Drahi d'un côté, Altis, etc., le groupe Bolloré, qui joue un rôle très actif là-dedans, qui, eux, jouent clairement, très clairement la carte, se font les relais, en quelque sorte, du discours israélien, du discours pas israélien, pardon, du discours du Likoud en France sur ces questions-là. Alors, ça rejoint, si vous voulez, là on se retrouve dans une situation périlleuse parce que on a d'un côté importé des populations et moi je pense que la seule façon de régler ces problèmes-là à terme, c'est de cesser d'être une société ouverte à tous les fronts, ouverte à tous les vents, évidemment. Oui. Et donc, je suis pour l'inversion des flux migratoires. J'en fais pas mystère. Je suis remigrationniste. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on arrivera. Ceux qui sont français, comme le disait Général, parce que c'est quand même la majeure partie. Ceux qui sont français, qui ont leur papier français, vous n'allez pas leur dire. Alors si, on peut, mais c'est un autre sujet. La question de la double nationalité, c'est les questions de droit, etc. Mais on ne va pas engager une discussion sur la remigration, le truc maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas compter sur le long terme, tout le monde le sait, ça fait des années, ça fait même des décennies qu'on le répète, on ne peut pas créer une société durable, une société soutenable, pour utiliser les termes à la mode, avec une superposition de communautés qui sont susceptibles de se jeter à la figure ou à la gorge les unes des autres au moindre problème international. Ça, c'est le ressenti qu'on a aujourd'hui. Tout à fait. Comment on fait pour résoudre ? On ne peut pas résoudre cette question-là, et là je vais laisser la parole à mon voisin, on ne peut pas résoudre ces questions-là avec du technocratisme militarisé, c'est-à-dire qu'elles débouchent inévitablement, ces sociétés multiculturelles, débouchent inévitablement sur des sociétés totalitaires, c'est-à-dire sur des sociétés sur lesquelles l'État, pour faire vivre ensemble des gens qui ne veulent pas vivre ensemble, est obligé d'appeler des contraintes liberticides à l'ensemble de la population. Oui. Et c'est une excellente raison pour refuser précisément cette évolution de société. Ce qui est sûr, c'est que le maintien de l'ordre arrive finalement dans un deuxième temps. Enfin, c'est un temps a posteriori. C'est pas là une solution. D'ailleurs, vous êtes le premier d'accord sur cette question générale. Oui, je vais revenir sur un petit peu ce qu'a dit mon voisin sur les comment dirais-je l'antagonisme fort qu'il y aurait entre Israël, enfin entre les Juifs, grosso modo, et les musulmans. J'allais dire, moi, ce que je vois, c'est qu'aucun des enfants, aucun des jeunes que je côtoie ne sait où se trouve Israël, ne sait pas du tout, n'a aucune conscience de l'histoire, etc. Donc ce sont des masses qui ont, mais ce sont des masses qui, pour laquelle l'éducation nationale n'a pas fait son boulot, quoi. Je veux dire qu'à un moment donné, il faut se poser la question quand même. On a quand même 3 générations de jeunes Français, parce que je répète, ils sont des jeunes Français qui n'ont aucune notion, aucune base de ce qu'est la France, ce que c'est l'histoire. Et donc quand vous leur dites Israël, ils prennent tout de suite. Alors c'est facile, vous avez des masses qui sont, j'allais dire, j'ai un peu méchant de dire analphabète sur un certain nombre dans un certain nombre de domaines, et on peut se poser la question, nous les adultes, qu'avons-nous fait depuis 40 ans, quoi. Donc c'est quand même incroyable. Donc je répète, il faut véritablement travailler. On ne peut travailler que sur le long terme, ça c'est sûr. Il faut rattraper 30 ou 40 ans d'impéritie politique et de volonté politique, de cette volonté sous-jacente que l'on sent de destruction de la nation. La nation, si vous n'avez pas les bases, si vous n'avez pas si vous n'avez pas vraiment le socle de certitude qui vous ancre dans la nation, vous êtes rien, vous êtes un citoyen lambda, quoi. Oui, et justement, donc, dans ce cas-là, quand vous n'êtes pas à ce socle, vous êtes beaucoup plus perméable. Voilà, perméable à toutes les. Mais comment vous l'apportez, ce socle, alors ? Le socle, justement, je l'apporte. Il faut faire une révolution intérieure, quoi. Je veux dire, une révolution au bon sens du terme, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous ne pouvez pas intégrer, je dis bien intégrer, ces jeunes. Il s'agit c'est plus une assimilation. L'assimilation, c'est une population qui vient de l'extérieur, qui vient en France, et que vous assimilez, vous lui donnez toutes les bases pour qu'elle soit française. Là, on n'en est pas là. Là, on en est vraiment sur de l'insertion, quoi, de l'insertion de jeunes Français qui n'ont pas trouvé leur voie dans la France d'aujourd'hui. Et donc, comment fait-on ? Mais c'est un tsunami qu'il faut créer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, pour faire simple, je ne vais pas casser les pieds à nos auditeurs,
auditeurs, vous avez la politique de la ville, cette politique de la ville qu'on a engagée il y a maintenant 30 ans, à coups de milliards dépensés, j'allais dire pour rien, pour pas grand-chose, qui nous ont monté les yeux de la tête, pour lesquels on a fait effort sur les quartiers, en oubliant la population française de nos campagnes, etc., qui en souffrent pareillement. Et donc cette politique de la ville, eh bien, ça rassemble quoi ? Ça rassemble un millefeuille administratif qui s'occupe de tout et de rien, 6 ministères, l'ANRU, des associations, etc. Donc tout ça, il a donné de l'argent aux banlieues, mais peut-être mal. Mais ça, à partir du moment où l'argent est dispersé dans un millefeuille administratif où tout le monde s'occupe de tout mais de rien, etc., vous imaginez bien qu'à la base, bien, cet argent n'arrive jamais. C'est-à-dire, une fois que vous avez rémunéré les associations, rémunéré les administrations, rémunéré les ministères, etc., et que ces personnes se parlent, il est évident que c'est pas ce qu'il faut. Et ça, c'est quelque chose. Il faut véritablement avoir une unité, une unicité. Et c'est ce que je propose dans mon ouvrage en disant. En plus de l'unité, quel est le projet de cette nouvelle politique de la ville ? Politique de la ville, c'est de prendre déjà de faire un audit. Il faut déjà faire un audit où passe l'argent, quoi. Combien ça coûte, qu'est-ce qu'on fait et pour quel résultat. Vous allez voir. Alors là, je peux vous dire que vous allez être surpris de voir que cet argent, finalement, il est, je n'ai pas dilapidé parce que c'est pas le terme, mais il part dans des structures, dans des tuyaux. Il y a peut-être eu un peu de clientélisme aussi dans ces cas. Aussi, bien sûr, bien évidemment. Et puis la deuxième chose, c'est remettre dans une seule main, c'est ce que je préconise, d'un haut commissariat chargé de la politique de la ville. Ce haut commissariat, pour faire pas un terme militaire, avec un état-major qui gère à la fois les financements, qui les distribue en fonction de la stratégie qui sera proposée par le gouvernement. Mais quelle sera la stratégie justement de fond ? Parce que là, vous parlez des financements. La stratégie de fond, c'est que ces jeunes... Comment vous redonnez goût à ces jeunes, à la France redonner goût à ces jeunes, tous les jeunes, il faut leur redonner goût, c'est-à-dire qu'il faut donner un espoir de croire en la France, bien sûr, une lueur d'espoir. C'est-à-dire que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, tout le monde est apathique, tout le monde se plaint, la France n'existe plus, on bat la coupe en permanence sur ce qu'on a fait, les zones de non-droit, etc. Comment voulez-vous que des jeunes acceptent, comment les jeunes se retrouvent là-dedans ? Moi, ça ne m'étonne pas que des jeunes qui ont 20 ans, 18, 20 ans, souhaitent faire autre chose souhaitent avoir une vision de leur vie différente. Donc redorer le blason de la France, bien sûr. Et le récit national. Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais ça, pour ça, il faut avoir un... Mais le récit national, il doit être comment, justement ? Est-ce qu'il doit parler nos ancêtres les Gaulois, fièrement, ou évidemment. Moi, je crois que c'est très important que quand vous arrivez dans un pays, quel qu'il soit, si vous allez aux États-Unis, vous émigrez aux États-Unis, l'Amérique, les États-Unis parlent des États-Unis depuis leur origine. Si vous allez en Allemagne, je pense que les Allemands parlent de l'Allemagne. Donc, je pense que la France a le devoir de recréer, d'avoir ce pied historique. C'est très important. Mais j'ajouterais que ce que l'on oublie, et j'en ai discuté quelques fois avec mes jeunes, c'est que les jeunes ignorent que leurs grands-parents ont été dans l'armée d'Afrique, c'est-à-dire qu'ils ont libéré la France. Donc ça a été quand même une page glorieuse, les concernant et nous concernant, que l'on a totalement éclipsé. Qui pourrait les aider. Laurent Ozan. Alors évidemment, je ne partage pas cette idée-là, parce que je crois que tout processus de renforcement, de prise en charge par l'État de ce qu'il n'a pas été capable de faire dans le passé n'aboutira qu'aux mêmes échecs. Ça fait 40 ans que l'État favorise l'immigration et simultanément détricote, désarrange et déconstruit la culture socle qui est censée recevoir cette immigration. Et donc, j'imagine que le général de Richouf, je vais juste répondre en une phrase pour lui, va dire on va changer de politique. C'est ça. Mais alors, pas le même État. Oui, alors simplement, moi, mon impression, c'est que tout ça n'est pas le résultat du hasard. C'est-à-dire que c'est une politique qui a été pensée, organisée et conçue pour obtenir ces résultats-là, c'est-à-dire pour obtenir une société castrée, en quelque sorte, sur le plan international, incapable de s'organiser, incapable de se défendre, pour distribuer et diviser aussi la population contre elle-même, et que c'est une façon, en quelque sorte, c'était une façon de neutraliser la France sur la scène internationale et d'en faire un nain politique et géopolitique, en plus d'un nain Alors quelle est la solution selon vous ? Parce qu'on va arriver à la fin de l'émission. Donc, la solution, pour moi, c'est la solution culturelle. C'est-à-dire, on doit arrêter de confier à l'État des missions que soit l'économie, soit la culture commune, c'est-à-dire
la régulation par le potin méchant et la réputation, d'une certaine façon, sont capables de prendre en compte. Là, il faudrait que je vous explique un peu plus en détail, j'ai pas le temps. Mais pour retenir les choses, on ne peut pas demander à l'État d'intervenir à tous les niveaux. L'État intervient déjà trop et partout. Donc, on a besoin de confier aux populations, c'est-à-dire aux familles, aux cultures, aux communautés, aux vies locales, on a besoin de confier et de redonner à ces populations la possibilité, à notre population, la possibilité de pouvoir créer des régulations sociales de terrain, des coopérations sociales de vie commune au quotidien. Mais alors, quand vous avez des familles disloquées, justement, comme on a dans les banlieues, on a des familles disloquées, c'est-à-dire qu'on a des gens qui nous disent simultanément le père est toxique et la famille c'est ringard. Le père est absent. Et qui, à chaque crise de banlieue, nous disent « Ah bah je comprends pas », ou qui font du placement de gosses contre la volonté de leur gosse. Vous connaissez l'histoire de cette famille, là. On a parlé d'enlèvement de l'enfant pour un couple qui récupérait son propre enfant, etc. Donc, on en arrive à un point où l'État non seulement est propriétaire de votre corps, peut vendre vos organes, peut éduquer vos enfants à votre place sans vous demander votre avis, mais en plus... Maintenant, on va lui demander quoi ? On va lui demander de faire quoi exactement ? On va lui demander d'éduquer les gens dès la maternelle. On place déjà nos gosses dans les écoles à partir de 3 ans. Où est-ce que ça va s'arrêter ? La réalité, c'est que l'État n'est pas capable de prendre en charge la cohabitation. Je vais donner la parole à Général de Richelieu parce que je voudrais qu'on vous ayez aussi un mot là-dessus. Si vous faites cela, on va redonner aux particuliers, en gros, ou à chaque famille, à chaque personne sa liberté, mais en même temps, la possibilité de se redéfinir dans cette nation. Vous allez peut-être encore plus alimenter ce communautarisme. Pour moi, le communautarisme, c'est un vilain mot inventé par des laïcistes obsessionnels et des centralistes jacobins qui veulent absolument faire la guerre aux cultures, faire la guerre à la vie locale, qui veulent faire la guerre à la communauté et à la coopération efficace entre les gens. Quand vous laissez les gens sans vous mêler de leurs affaires quelque part pendant un certain nombre de temps, ils créent de la régulation. Il faut faire régner l'ordre, il faut effectivement faire respecter la loi, etc. Ça, c'est déjà un minimum, mais déjà, ça, on ne fait pas. Oui. Mais il faut surtout aussi permettre aux gens, aux populations, de s'organiser et arrêter d'encourager le fait que l'État mette son nez dans tout, y compris dans les choses dans lesquelles il doit... Le maillon privé, on a compris, est important pour vous. Le mot de la fin pour vous, Général de Gilles. Non, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je ne crois pas du tout à ce changement de paradigme en disant donc on fit ça. Moi, je pense que l'État, la France, c'était d'abord un État jacobin. C'est quasiment 15 siècles d'histoire. On ne peut pas dire se départir demain de tout, même si l'État ne fait pas son boulot, et je reconnais qu'il n'a pas fait son boulot depuis 40 ans. Est-ce voulu, n'est-ce pas voulu, etc. Peu importe, mais on en est au résultat là. Ce que je dirais simplement, c'est que ce n'est pas le personnel politique que nous avons aujourd'hui, que nous avons depuis que nous traînons depuis 25 ans, qui fera le job. Ça, c'est sûr. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Donc, c'est pas à eux que l'on va s'adresser. D'ailleurs, les Français n'en veulent plus. Donc, c'est pas à eux qu'on va s'adresser. Je suis désolé s'il y a des politiques qui nous écoutent, mais c'est le fond, c'est ce que j'entends tous les jours dans les rues quand je discute avec les gens. Donc c'est autre chose. Il va falloir agir autrement. Et c'est autrement, si vous voulez, je crois que c'est là où c'est important. C'est une remise en cause complète du système qu'il faut avoir. Si on n'accepte pas cette remise en cause, et si chacun ne redresse pas la manche dans toutes les administrations, on n'a pas besoin de tout le monde d'ailleurs. Il y a besoin, vous savez, des gens. Les minorités font bien le job. La preuve, c'est que vous l'avez dit. Et donc, je crois très honnêtement qu'on n'est pas encore au fond du gouffre, on n'est pas encore au fond du trou, mais que le réveil risque d'être brutal. Et pour que ce réveil soit brutal, il est important, et très important à mon sens, de le préparer et de s'y préparer avec les gens de bonne volonté, un petit peu comme on avait fait, comme De Gaulle et puis avait fait ça en 46, etc., pour réveiller un petit peu notre France qui est en mal en point. Et s'y préparer, c'est l'objet de votre livre France sécessionniste, que faire ? Dialogue avec le général des banlieues, c'est aux éditions The Book Edition et avec ce label Nouveau Caractère. Merci beaucoup, Général de Richelieu. Merci à vous, Laurent Ozon, au discours passionné mais passionnant.